Voici les 3 membres du premier bureau du cadre permanent de concertation CPC. Ce bureau a été mis sur pied ce mardi à cette deuxième rencontre de l'année 2022 entre le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités territoriales, Payadoa Boukwesi, avec les différents acteurs de la politique togolaise. C'est un bureau de 3 membres qui a à sa tête Djeri Tama du parti politique Nouvel Engagement Togolais NET. Les 2 autres membres du bureau sont Paco Madjouvi, indépendant, Adrien Akouete-Beleki du parti politique Convergence Patriotique Panafricaine CPP. La mission de ce bureau est de coordonner toutes les activités du CPC. Les questions de ce bureau vont être prises en compte de façon collégiale. L'une des missions du CPC, c'est bien entendu évacuer les propositions du CNAP. C'est déjà un motif d'espoir parce que toutes les formations représentatives du paysage togolais est là. Et donc je pense que si on part sur cette bonne base, on peut régler tous les problèmes qui ont été d'une part soulevés par le CNAP. Mais aujourd'hui, on a aussi les problèmes liés à la santé, les problèmes liés à l'environnement, les problèmes liés à la sécurité, les problèmes liés à l'économie. J'ai entendu certaines personnes parler de la vie chère. Le bureau est connu. Ces acteurs politiques ont promis de toucher pendant 3 mois toutes les questions relatives à la politique, à l'économie et au social. Et tout ceci se fera dans l'esprit d'écoute, dans l'harmonie et dans le consensus pour le mieux-être des populations. Nous saluons la mise en place de ce cadre parce que c'était une exigence. Donc il faut que nous ayons cette culture du dialogue qui nous permet de discuter. Même si on n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais nous avons l'occasion de discuter et ce cadre, il était nécessaire et fondamental. Nous attendons que beaucoup de sujets qui seront inscrits à l'ordre du jour puissent connaître un esprit d'ouverture de la part du régime qui ne fasse pas bouche fine et qu'il concède. Ce cadre est le cadre idéal pour discuter des questions politiques et de poser tous les problèmes de nature politique. Nous nous réjouissons que certains partis de l'opposition extra-parlementaire nous aient rejoints. Nos attentes, puisque la mise en place de ce cadre était une de nos priorités pour cette année, nous souhaitons que tous les problèmes de nature politique, économique ou sociale qu'il y a, notamment la cherté de la vie et toutes ces autres questions, puissent être abordés dans ce cadre-là pour qu'on puisse trouver des solutions pour soulager les populations. Avec la mise sur pied du bureau, tout est donc fin prêt pour la reprise effective des travaux prévus en avril prochain. Il y a de cela un mois que le gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres du 5 janvier 2022, a adopté un décret portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation. Un décret dont l'objectif était de limiter les spéculations souvent pratiquées dans notre pays et en particulier dans le Grand Lomé, tout en tenant compte de la nécessité de préserver les investissements réalisés par ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à améliorer l'offre de logements disponible. Les débats suscités par le décret laissaient des commentaires dans tous les sens au sein de la population. C'est donc dans le but de mieux situer celle-ci sur le contenu de ce présent test avant son application effective que cette conférence de presse à l'initiative du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière a été organisée ce mardi avec les hommes du média. La caution, dans le nouveau décret, c'est la somme que verse le preneur avant d'entrer en possession des lieux loués. Et cette caution servira donc à couvrir la dégradation de l'immeuble occasionnée par le preneur à la fin, n'est-ce pas, du bail. Par contre, la garantie de loyer servira, plafonnée à 3 mois, c'est le montant que le preneur doit verser à l'entrée des lieux loués. Et la destination, n'est-ce pas, de la garantie est donc de couvrir principalement les mois de préavis. Ce décret, qui surtout vient préciser les obligations désormais à la charge du bailleur et du preneur, s'inscrit dans la logique de résoudre les différends qui surviennent très souvent entre ces 2 acteurs. Pour cela, des dispositions réglementaires allant dans l'avantage des 2 parties ont été prévues. Le premier élément, c'est la liberté que laisse le texte pour le bailleur de fixer le prix de son loyer en fonction des investissements de la loi de l'offre et de la demande. Le texte prévoit des modalités plus simplifiées d'expulsion d'un locataire insolvable. Le texte prévoit également la possibilité de fixer librement les échéances de paiement du loyer. Et le texte prévoit aussi la possibilité pour le bailleur de retenir la caution et la garantie pour effectuer des réparations issues des dégradations qui auraient été causées par
le locataire. De ce point de vue, je pense que c'est un texte qui garantit les droits des propriétaires. S'agissant du preneur, il faut dire que d'abord, le texte plafonne la caution et la garantie à 3 mois au maximum. Le texte également fixe les modalités de révision du prix, ce qui donc préserve le locataire des révisions intempestives du prix. Le texte proscrit un certain nombre de clauses, notamment les clauses liées qui mettraient la responsabilité sur le preneur, et donc finalement le texte protège le preneur contre l'abus éventuel du bailleur. En cas de dysfonctionnement ou de non-respect des clauses inscrites dans les textes du décret, la loi prévoit des mesures. Quand le preneur éprouve des difficultés à honorer son engagement, par exemple 1 mois, il peut demander donc au bailleur de brûler, comme on dit, 1 mois, avec obligation pour lui de combler, n'est-ce pas, de combler ce qu'il aura brûlé. S'il ne le fait pas bien, il enfreint au règlement, et cela peut permettre au bailleur d'enclencher la procédure de résiliation parce qu'il aura manqué à un de ses engagements. Il est à rappeler que le gouvernement, dans sa feuille de route 2020-2025, en grande partie consacrée au social, prévoit la construction de 20 000 logements pour les populations. La situation épidémiologique et vaccinale, toujours au cœur de cette rencontre hebdomadaire de la coordination nationale de la gestion de la riposte contre le Covid-19 avec la presse. Selon la coordination, le Togo continue d'enregistrer une baisse considérable des cas de contamination. Pour cette semaine, 31 nouvelles contaminations ont été observées avec 0 décès. La semaine d'avant, nous avons noté 44 cas. La semaine dernière, 30 cas dans la semaine. Et cette semaine, 31 cas pour cette semaine. Tout en sachant qu'il y a des jours où nous avons eu 0 cas. Tout en sachant aussi que la plupart des cas que nous notons, c'est des cas qui viennent des voyageurs de l'aéroport. Ce qui veut dire que à l'intérieur, les cas commencent par rentrer dans l'ordre, mais il y a des cas qui viennent de l'extérieur qui peuvent se multiplier. Et aussi, depuis 3 semaines, on n'a pas noté de décès. 0 décès. Et c'est la conséquence des hospitalisations. Et depuis quelques jours, il n'y a pas de cas hospitalisés au CHR Lomé Commune. Abordant la question de la vaccination, le coordonnateur Djibril Mohamed s'est réjoui de l'accélération du processus avant d'inviter les populations à intensifier et à poursuivre leurs efforts pour vaincre définitivement le virus dans notre pays. Cette vaccination, si on regarde ceux qui ont eu une seule dose depuis le début, nous tournons autour de 38% de la population cible pour les 18 ans et plus. Mais pour les 12 et 17 ans, on tourne autour de 6,7%. Pour ceux qui ont eu les 2 doses, ils représentent autour de 28% de la population cible et contre 0,25% pour 12 et 17 ans. Il y a encore les vaccins, donc nous devons encore accélérer la vaccination pour vraiment définitivement se protéger contre les formes graves et aussi reprendre aisément les activités. Autre sujet évoqué à cette rencontre est le relâchement des mesures barrières. Le coordonnateur tire ici la sonnette d'alarme et invite les populations à une prise de conscience vis-à-vis de la maladie. Ce que nous remarquons ces derniers jours, il y a un laisser-aller généralisé.
comme si nous avons déjà tourné la page de la pandémie. Actuellement, en Europe, en Asie, les cas remontent. Et qu'en Israël, il y a un cas qu'on appelle un cas inconnu, qui serait une combinaison entre Omicron et BA2. Occasion également de rappeler aux responsables de boîtes de nuit et de bars dancing que ces lieux de loisirs et de distraction restent pour autant fermés malgré l'allègement des mesures restrictives, faute de quoi ils seront sévèrement sanctionnés. L'interruption volontaire de grossesse IVG est autorisée et dépénalisée sous d'autres cieux à un certain âge de la grossesse. 12 semaines pour certains pays, 14 et 18 semaines pour d'autres, voire 24 semaines pour certains pays européens. Quelle est donc la position du Togo sur cette question? À ce jour, c'est la loi de 2007 sur l'avortement qui s'applique dans le pays. Cette loi autorise les femmes togolaises à recourir à l'avortement, sauf dans des cas exceptionnels, tout en respectant le délai légal. On doit faire ça avant la 12e semaine. Après ça, c'est pas autorisé quand même. Au cas où la grossesse risque de porter atteinte à la vie de la maman, quel qu'en soit les actions provoquent l'avortement. Ce sont les avortements sceptiques. Ça, on autorise à le faire, que ce soit au cas de viol ou d'inceste. Mais à part ça, non. Premièrement, on mène des enquêtes. L'enquête est menée des fois même pas à la police. Au cas de viol, ils vont sur le terrain, on fait l'examen et on constate que c'est un viol. Là, si le cas de la maman est en danger, on est obligé de faire l'avortement. Ça, c'est permis. Au cas d'inceste aussi, c'est la même chose. Sinon, il y a des procédures. On ne se lève pas, on vient, on dit, bon, on a violé ma fille. Pendant que c'était son consentement, bon, on ne peut pas le faire. Mais si, après les enquêtes, on affirme que c'est ça, il n'y a pas de problème, on le fait facilement. En cas de malformation du fœtus, la loi autorise également l'interruption de la grossesse sur demande de la femme. Et ce sont les spécialistes ayant le quitus qui peuvent la pratiquer dans la mesure de l'art. Pour le faire, il faut un gynécologue, à défaut une sage-femme, dans un centre de santé bien précis et dans des mesures bien sceptiques pour éviter tout danger. Cependant, le constat sur le terrain est inquiétant. Plusieurs grossesses indésirées sont interrompues au quotidien de façon clandestine et dans des conditions déplorables, ce qui n'est pas sans conséquences sanitaires graves sur les concernés. Au niveau de la jeune fille, ça peut entraîner la stérilité, ça peut entraîner l'endométriose. L'utérus est composé de plusieurs couches. Donc, des fois, en faisant cette pratique, ça en dédommage l'utérus. Et c'est ça qui cause surtout la stérilité. Il y a la septicémie aussi qui conduit à la mort. C'est une infection totale du sang. Les infections, les endométrioses. Pour tout éviter, les spécialistes de la santé préconisent l'utilisation des méthodes contraceptives ou encore la pratique de la planification familiale. Assoupi Douma Sessé expérimente la méthode après la naissance de son 3e enfant et surtout avec consentement de son mari. Elle nous donne les raisons de ce choix. La planification familiale est un moyen efficace pour éviter les grossesses indésirées pouvant conduire la femme à l'avortement. Soulignons que cette pratique d'avortement est considérée au Togo comme un acte criminel et est passible de fortes amendes, voire de peine de prison.